Donc, mon idée initiale, c'était celle euh, de lire ensemble le texte de Ivan Illich, mais je me suis rendu compte que comme il est pas traduit, ça vaut vraiment pas la peine. Ça risque de devenir très ennuyeux. Si on était ensemble, on aurait pu le lire ensemble, comme on fait normalement dans les séminaires. Ça aurait été amusant, on aurait vraiment pu reparcourir les choses. Donc, je vous demande de me croire sur la parole, et si j'avais d'aller voir dans le texte, je vous ai mis presque tout le texte parce que je voulais que vous compreniez quel était le contexte dans lequel il parlait, qui était justement ce contexte de, de, de acceptation du prix de Villa Eichhorn, duquel il parle justement pour parler de l'atmosphère et de l'importance de l'atmosphère pour combattre ce que lui appelle l'air conditionné des académies, hein, dans le cas spécifique. Euh, C'est-à-dire, il dit, bon, les académies, nous les sociologues, nous les philosophes, nous les théologues, c'est nous dont on parle dans les académies, c'est un nous très neutre qui est maintenu par une atmosphère propre aux institutions qui lui, l'associe à l'air conditionné. Donc du coup, ce que je vais vous faire, c'est plutôt de prendre la chose à l'envers et de vous dire où est-ce qu'il va et comment il adresse justement la question de la naissance d'une communauté et comment il développe cette intuition en nous disant aussi comment ça se fait qu'une communauté arrive à se fossiliser jusqu'au point euh, de trahir l'atmosphère originaire. Alors, le schéma est ici pour ça. Et alors, on va essayer de le reparcourir ensemble, ce schéma. Ok. Or, c'est un peu difficile parce que si on aurait pu lire la chose ensemble, on aurait pu voir que lui, il associe l'atmosphère et la naissance de cette atmosphère à une condition préalable qui est celle d'une hospitalité exigeante. Ça, par contre, c'est un passage que je peux vous lire et qui parle de l'hospitalité comme prérequis pour la naissance d'une atmosphère qui est propice à la naissance d'une communauté, d'une véritable communauté. Hmm. Peut se développer seulement dans un milieu où règne l'hospitalité. Une hospitalité qui exclut scrupuleusement la condescendance et la séduction. Une hospitalité qui, par sa simplicité, triomphe sur la peur du plagiat et sur le clientélisme. Une hospitalité qui, par sa sincérité, évite délibérément tant l'oppression que le servilisme. Une hospitalité qui exige des accueillis autant de générosité qu'elle en impose aux accueillants. Donc, ça, c'est la condition préalable. S'il y a cette générosité, cette hospitalité exigeante, cela est le début d'une possibilité de déploiement d'un potentiel, hein, mais c'est un potentiel qui est donné par la présence même des corps qui partagent un espace. Okay. Donc, l'atmosphère, il dit, c'est, ou l'atmosphère au sens communautaire, c'est le bouquet des esprits et des souffles. C'est-à-dire, une véritable atmosphère, c'est une atmosphère dans laquelle chacun sent partager le bouquet qui sort de cette coprésence des corps. Okay. Donc, dans lequel chacun euh, voit ou sent son propre souffle à l'intérieur de ce souffle collectif qui nous contient. Alors il dit, pourquoi est-il si importante? Qu'est-ce que c'est que cette atmosphère? Et comment est-ce qu'on peut l'appeler? Hein. Euh, et ça a quoi? Il dit que lorsqu'on vit ce genre d'atmosphère, on se sent
pleinement accepté et au même temps, on accepte l'autre pleinement. Jusqu'à la fusion, mais ce n'est pas une fusion intellectualisée, nommée. Il dit justement que ça n'a pas besoin de nom, cette fusion. Et néanmoins, nous avons un nom ou un mot qui reflète l'état dans lequel nous tous, nous sommes quand on est dans ces situations, quand on partage ce type d'atmosphère. Et il appelle cela la paix. Okay. Je ne sais pas s'il a anticipé ça, mais quelque part, oui, c'est bien. Moi, je lis dans la description qui fait Illich de cette paix, je lis l'antidote ou la contrepartie du vide ou du danger nihiliste de la pensée postmoderne. C'est-à-dire que la pensée postmoderne se conclut toujours dans un espoir que la destruction du monde, sa destitution, comme on verra après avec Tikkun, laisse l'espace ou réouvre à la possibilité d'une nouvelle communauté, à partir des débris de la destruction du monde, c'est-à-dire à partir de cette condition humaine originaire, solitude, finitude, exposition, dans lequel nous tous on est, et qu'au moment où on arrivera à la partager véritablement, ouvrira à la possibilité d'une nouvelle communauté. Voilà ce qu'on a. On a quelque part ça, mais dit dans des mots, dans un jargon, disons, plus positif ou propositif, moins nihiliste. Hein. Et surtout avec une explication des modalités par lesquelles cette atmosphère ou cette paix peut être envisagée. C'est-à-dire cette hospitalité exigeante. C'est-à-dire hospitalité qui dirait que la solitude, la solitude, la finitude et l'exposition, quelque part, deviennent des ressources et se transforment comme par magie dans le partage de ces mêmes traits existentiels en plénitude d'une paix, la paix. Je ne suis plus vide ou face à ce vide, mais je me sens pleinement accueilli et j'accueille une totalité dans laquelle je suis immergé. La finitude, elle n'est pas remise en cause, la finitude de la mort, hein, la pensée de la mort, c'est ça, hein, la condition humaine existentielle de base. Mais lui, il dit justement que ça se transforme dans une sorte d'immanence, dans un partage somatique, il nous dit. Alors justement, comme on voit ici, l'immanence et l'évanescence sont deux traits de cette paix conspirative. Or, la conspiratio, c'est un terme que lui, il utilise pour justement reprendre la différence entre atmosphère et air conditionné. Je m'explique. D'un côté, on a la paix conspirative, qui est justement ce partage des souffles. Okay? Conspirare, conspiratio, conspirer, ça veut dire respirer ensemble, avant tout. Et c'est un moment de la liturgie chrétienne. Alors lui, il l'explique dans le texte, et il dit que conspiratio, c'est ce moment où aujourd'hui on s'échange le signe de la paix. Non? Paix, paix, paix. Alors on se lève, on va chez les gens, on les touche physiquement. Originairement, ce geste ne s'arrêtait pas que à la main ou à donner la main, mais il enveloppait un véritable baiser, c'est-à-dire on embrassait sur la bouche les commensales, ceux qui par après auraient partagé le corps et le sang du Christ. Donc c'est le geste de totale acceptation. Aujourd'hui, par exemple, voilà, on ne peut pas s'embrasser. Okay, mais imaginez, quelque part, c'est aussi le fait d'accepter même les virus, même les bactéries, même la saleté, même l'haleine. Et on parle des premiers siècles de notre ère, hein, du premier siècle après Jésus-Christ, où les communautés chrétiennes devaient se cacher parce que c'était encore illégal. Et donc, il faut s'imaginer des endroits sombres dans lesquels l'air est humide, elle est lourde. Et on doit s'imaginer cet air se condenser dans une sorte de mélange des odeurs de tout le monde. Et dans cet air,
peut s'imaginer pestilentielle, mais disons qu'elle est juste dense, il fallait faire le geste total d'acceptation d'autrui et embrasser-le dans la bouche. Et cet autre n'était pas n'importe quel autre, n'était pas quelqu'un qui faisait partie de ma caste sociale. Il y a des témoignages où la secte chrétienne, quelque part, était composée de toutes sortes de personnes, c'est-à-dire des esclaves et des hommes libres, des femmes et des hommes, des juifs et des romains. Euh, et donc toute ethnie, au-delà de toutes les différences de classe, de sexe, d'ethnie, de race, euh, on se fondait à l'autre par le geste le plus intime qu'on pouvait faire. Et, et c'est ça cette hospitalité exigeante, au final. C'est la condition qui te permet de te rapprocher et d'établir avec l'autre une intimité qui n'est pas basée sur une intimité ou une affinité d'esprit, etc. Non, non, sur un partage corporel. Elle est somatique. Et c'est là donc que le monde se présente, hein, en fait, comme un endroit où cela est possible. Il suffit d'être à deux, à trois, à plusieurs, et d'être dans cet état d'hospitalité exigeante pour pouvoir donner lieu au commun ou à la communauté. Partager sa condition d'humain marquée par la solitude, l'absurdité de la vie et de la mort, l'absence de règles, l'absence de sécurité, l'absence d'éternité, euh, emmène une égalité de fond qui est prête à être partagée. Alors, bien sûr, donc l'immanence, la coprésence, etc., l'ici et maintenant, okay, amène avec elle aussi l'évanescence. C'est-à-dire que l'évanescence est une partie intégrante de la paix conspirative dont on parle ici. C'est-à-dire que tout comme un nuage, hein, tout comme une atmosphère, hein, hein, son caractère immanent, c'est-à-dire précis aussi, revient au fait que ce soit ces corps et pas d'autres qui se rencontrent. Ce soit ces lèvres et pas d'autres qui se touchent. Ce soit ce bouquet et pas un autre bouquet qui se dégage. Que ce soit ce nous-là et pas un nous général qui est nommé ou qui est vécu. Okay? Et comme c'est ça le cas, dès que la condition est différente, dès qu'il y en a un de nous qui manque, etc., ce nous sera différent. Et la paix qu'il engendre sera différente. Donc, c'est pour ça qu'il parle d'évanescence dans la conspiration.